Je suis toujours aux assises et cette fois, je suis avec Julie Grassin de Harmony Technologies. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, tout à fait. Alors, moi, je travaille chez Harmony Technologies. Je suis senior manager dans ce cabinet conseil en sécurité et je porte l'offre résilience. Donc, l'offre résilience, on va traiter des sujets qui vont toucher à la continuité d'activité, qu'elle soit métier ou informatique, donc faire les plans de continuité métier en cas de sinistre sur bâtiment, faire les plans de secours informatique. Ça, c'est ce qu'on fait en amont pour se préparer au sinistre majeur. Et puis, on prépare aussi les entreprises à la gestion de crise une fois que le sinistre est avéré. On travaille, alors je dis gestion de crise, mais on travaille en fait essentiellement sur les cybercrises. C'est notre cœur de métier. Ouais, d'accord. Voilà. Harmony, c'est un cabinet de conseil pure player en sécurité qui travaille autour de thématiques comme la protection des données. Donc, rapidement, je balaye le panorama. On va accompagner nos clients sur la mise en conformité GDPR, sur de l'analyse de risque, de la sécurité applicative, des audits, tests d'intrusion. Voilà pour cette partie. On a une grosse brique qui est le cœur d'activité historique du cabinet, qui est la gestion des identités et des accès. Et puis, on a une brique sur la stratégie sécurité. Stratégie cybersécurité dans laquelle on va trouver l'élaboration de schémas directeurs, justement les stratégies de résilience, la partie gestion de cybercrise et tout l'accompagnement du top management sur de la sensibilisation, sur ces exercices de crise, etc. D'accord, alors concrètement, comment ça se passe justement pour sensibiliser une entreprise et les managers à surmonter une crise liée à la cybersécurité? Alors, pour que ça marche bien, il vous faut déjà un bon gros ransomware type WannaCry ou NotPetya qui vient fait prendre conscience de ce qui peut arriver. D'accord, ça prépare le terrain. Ouais. Ensuite, voilà, c'est pas vous qui les mettez, les ransomware, j'espère. Je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai que ça fait vraiment un électrochoc. Un électrochoc pour les personnes qu'on avait en face. Alors, comment on fait nous? On fait des exercices de simulation de crise. Donc, on va inventer une situation de crise, donc un scénario, par exemple un scénario cyber, de type infection massive par un ransomware, par exemple, ou une intrusion dans le système d'information avec un vol de données. Tout ce qui se passe avant la crise, on l'imagine, et puis on réunit cette cellule de crise le jour, entre guillemets, où la crise est révélée. Voilà, donc on travaille avec ce qu'on appelle des stimuli, qui sont des faux emails, des faux tweets qu'on va forger, des fausses coupures de presse. C'est un peu dans les conditions du réel quand même. Voilà, et les gens sont au courant le réel. Que c'est simulé? Les gens sont souvent au courant qu'il va se passer quelque chose cet après-midi-là. D'accord, ouais. Parfois ils sont au courant que c'est un exercice de crise, parfois il y a un peu de flou, bloqué dans l'agenda, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Nous on pose la première bombe entre guillemets avec ce premier stimuli, ils prennent conscience de la situation et après on va simuler le réel avec une cellule de coordination qui est un petit peu à l'écart et qui va interagir avec la cellule de crise, envoyer des stimuli, répondre en temps réel, faire prendre différentes branches au scénario en fonction des réactions de la cellule de crise, etc. Donc on est vraiment dans une simulation la plus proche possible. C'est un peu un jeu de rôle cyber en fait. C'est un peu un jeu de rôle, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. D'accord, voilà, c'est exactement ça. Ou on peut le voir aussi un peu comme un escape game. Moi j'aime bien ce parallèle. Vous rentrez dans une salle et vous sortez quand le game master vous dit ok c'est bon. Et alors cette partie, elle intervient avant toute formation, c'est pour évaluer ou alors c'est après une formation que vous aurez donnée par exemple? Alors souvent ce qui est très efficace c'est d'avoir une séance de sensibilisation en amont de l'exercice. Ça permet de donner les bonnes pratiques de gestion de crise. C'est important que la crise soit cyber ou pas, il y a des bonnes pratiques de gestion de crise, de travail en équipe qu'on peut apporter à la cellule. Et puis leur présenter aussi la méthodologie de gestion de crise de leur entreprise, les outils qu'ils ont à disposition, etc. Donc ça c'est assez efficace de le faire en amont de l'exercice. En général on le fait 2-3 semaines avant l'exercice, comme ça a le temps de maturer un petit peu et ensuite on voit les gens en exercice. Après l'exercice, l'intérêt c'est de le faire de manière régulière. Donc en général on le fait de manière annuelle et on vient augmenter la complexité des exercices. Donc on commence avec une cellule, un scénario relativement simple avec quelques stimuli et puis après on peut rentrer dans des configurations un petit peu plus complexes. On va avoir par exemple une cellule de réponse technique coordonnée par une cellule groupe de plus haut niveau. Donc on va avoir des gestions de crise à 2 niveaux, 3 niveaux selon le nombre
de métiers impactés, l'étendue. Et ça, c'est vous qui le définissez ou c'est la société après qui voit un peu comment elle se structure? Alors nous, on a une grande phase de préparation. On a facilement 6 semaines de préparation avec la société en amont. On définit vraiment les objectifs de l'exercice. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir via cet exercice? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? À quoi est-ce qu'on veut s'entraîner? Donc on va définir le scénario et on va définir ses objectifs. Et en fonction de ça, nous, on conseille, voilà, il vous faut 1, 2, 3 cellules ou plus. Et alors après, j'imagine qu'il y a un débrief. Oui, alors après l'exercice, donc un point important quand même, avant l'exercice, il y a des règles du jeu, parce qu'un exercice de crise, c'est quelque chose d'assez dangereux si les faux stimuli sortent à l'extérieur. Oui, bien sûr. Arrive, on peut avoir des personnes qui ne sont pas au courant, qui pensent qu'il y a une vraie crise qui est en train de se dérouler. Ensuite, on fait l'exercice et ensuite, on fait le débriefing qui est très important. C'est vraiment à chaud, savoir comment on a vécu l'exercice, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'on referait si on devait le refaire là maintenant. Ça, c'est un moment de discussion entre les membres de la cellule de crise qui est assez important. Il faut voir que la cellule de crise, c'est une équipe en fait. Et faire un exercice, quelque part, c'est un petit peu du team building, c'est-à-dire qu'on entraîne cette équipe à gérer ensemble une situation grave dans un état de stress. Voilà, donc il faut quand même qu'ils se connaissent, il faut qu'ils arrivent à dialoguer. Et donc c'est pour ça que ces moments, c'est très important. Ça forme l'équipe, mais ça la soude aussi. Et donc le débriefing apporte aussi ce regard-là. D'accord, ok, très bien. J'avais une question, mais elle vient de m'échapper. Oui, non, je voulais savoir, au niveau par rapport à votre expérience des retours que vous avez, quels sont un peu les cas classiques d'erreurs que commettent les entreprises, ou en tout cas de pièges dans lesquels elles tombent lors de ces exercices? Oui. Alors, je dirais celle qu'on voit très souvent, c'est de croire qu'une cybercrise, la réponse à une cybercrise, c'est avant tout une réponse technique. Et ça, c'est une erreur. Dans le sens où la réponse technique, oui, il faut qu'elle soit là, mais ça, les personnes qui sont en cellule de crise à ce moment-là la maîtrisent en général. Et ce n'est qu'une partie de la réponse. Il y a une grosse partie qui est aussi liée à la communication. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec la GDPR, on peut avoir des cybercrises où on va avoir du vol de données et du vol de données personnelles. On va se retrouver face à des obligations réglementaires qui obligent aussi à communiquer, d'une part. D'autre part, le grand public est de plus en plus conscient de ces problématiques et de plus en plus attentif à la façon dont les entreprises vont gérer ces situations. Donc il y a une espèce de surexposition à l'extérieur de voilà, comment est-ce qu'on gère la crise, comment est-ce qu'on communique assez vite, est-ce que ce qu'on communique est intéressant, est-ce qu'on donne des détails, etc. Est-ce qu'on s'est trompé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Ça, c'est la première erreur. Alors, erreur. En général, on essaye de ne pas mettre nos cellules de crise dans le mur, donc on ne parle pas trop d'erreurs, on parle plutôt de comportement à améliorer. Voilà, c'est ça. Après, il y a quelque chose qui revient souvent aussi, et particulièrement dans ces cybercrises, c'est on va avoir d'un côté des personnes qui sont assez techniques finalement, voilà, le RSSI, le DSI, les équipes IT qui vont être là. Puis d'un autre côté, on va avoir les équipes de communication, peut-être la DPO, la DRH, les équipes de direction financière, etc., qui vont peut-être avoir un langage un petit peu moins technique. Pendant les cybercrises, c'est assez difficile. On a les deux langages qui vont s'affronter. C'est-à-dire que certains vont donner des éléments d'avancement d'ordre assez technique que les personnes de l'autre côté vont avoir du mal à comprendre et donc vont être en difficulté pour établir des plans de communication qui soient compréhensibles par tout le monde. Donc il y a vraiment un effort à faire de communiquer au sein de la cellule et de vulgariser un petit peu ces messages techniques pour que ce soit vraiment compréhensible. Voilà, et puis peut-être un dernier point moi que j'aime bien donner aussi en conseil, c'est que chacun a un rôle dans la cellule de crise et souvent chacun va se limiter à son rôle. Alors qu'en fait, en situation de stress, en situation de crise, parfois on a besoin d'idées un petit peu innovantes, de créativité, et on peut avoir des bonnes idées qui vont venir de personnes qui ne sont a priori pas dans le rôle d'où les idées devraient provenir. Voilà. Donc le conseil, c'est vraiment, il faut écouter toute la cellule parce que parfois au fond de la salle, on a peut-être un directeur financier qui a une petite idée intéressante d'un point de vue tout le monde technique. est mobilisé en fait. Voilà, tout le monde est mobilisé, tout le monde peut contribuer et parfois on a des idées intéressantes qui viennent de là où on ne les attend pas. Ok, très bien. C'était passionnant, merci beaucoup. Et puis bon salon. Merci beaucoup.